Bienvenue dans le rendez-vous info spécial Covid-19 de Primonial Reim. Alors que le monde traverse une crise sanitaire d'une nature inédite, nous tenterons de répondre à vos questions en vous donnant notre vision des événements et de leur impact sur les marchés immobiliers. Antoine, Daniel, à vous la parole. Merci beaucoup pour votre présence. Au micro, Antoine Lepigny, je suis le responsable du développement de Primonial et j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec Daniel Wall, qui est notre responsable de la stratégie et de la recherche. Bonjour Avant Antoine. toute chose, merci, bonjour Daniel. Avant toute chose, on voulait au nom de Primonial Rem donner tout notre soutien et un message d'empathie auprès de tous les personnels soignants et de toutes les personnes qui peuvent être touchées par cette crise sanitaire majeure. On avait comme objectif aujourd'hui de pouvoir vous donner de façon assez régulière un petit point marché afin de décrypter l'information qui peut être assez vaste. Et donc, on avait besoin des lumières de Daniel. Donc, ma première question, Daniel, si tu le veux bien, sera sur la nature de la crise présente et peut-être plus précisément, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la place de l'immobilier dans cette crise et sa capacité à absorber ce choc financier? Oui, merci Antoine. Effectivement, nous vivons une crise inédite, très particulière, qui ne se compare pas à la crise financière de 2008. D'ailleurs, il n'y a pas de crise de liquidité aujourd'hui sur les marchés, qui n'est pas non plus une crise immobilière comme celle du début des années 90. On assiste en vérité aujourd'hui à un choc extérieur sur l'économie et un choc en particulier sur les trésoreries et sur les revenus des entreprises. Un choc qui devrait rester ponctuel, on va en parler, mais qui aujourd'hui affecte les entreprises au niveau de leur trésorerie, pas encore au niveau de leur capacité, c'est-à-dire de leurs emplois. Il n'y a pas de licenciement massif. Il y a évidemment une prise en charge par l'État de ce manque de revenus qui est absolument crucial. Il y a un arrêt des investissements de façon générale dans l'économie par manque de visibilité et par manque de capacité opérationnelle à les exécuter. Donc ce qu'on vit, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler un choc sur le numérateur, c'est-à-dire un choc ponctuel sur les revenus de l'économie. Et évidemment, le caractère temporaire de cette situation dépend de données qui varient, on le voit bien toutes les semaines, de données épidémiologiques qui sont par nature très difficilement prévisibles, avec énormément de remise en cause des statistiques. Et donc, en tout état de cause, ce qu'on peut dire, c'est que la stratégie publique choisie par tous les grands États européens, sauf peut-être la Suède, consiste en vérité à ralentir l'avancée de l'épidémie et donc à étaler finalement dans le temps les mesures de confinement qu'on voit aujourd'hui. Donc je pense que l'hypothèse dans l'état actuel de notre information au 23 mars 2020, l'hypothèse sur laquelle on doit tabler, c'est une crise dont la durée se comptera en mois et donc un manque de revenus, un manque de trésorerie d'entreprise qui va se compter sur les prochaines semaines avec une prise en charge par l'État dans ce temps-là. Alors, tu me disais quelle est la place de l'immobilier dans ce contexte extrêmement particulier. Je pense qu'on doit d'abord se dire que l'immobilier n'est pas du tout dans la même situation que les marchés financiers dans cette crise. Je dirais qu'il a deux protections. Hein. La première protection de l'immobilier, c'est l'environnement de taux qui reste bas et qui, selon toute probabilité, va rester bas, hein, puisque les banques centrales ont bien communiqué, la Banque centrale américaine puis la Banque centrale européenne ont bien communiqué sur, d'une part, le fait qu'elles accordaient une priorité au fait de garantir la liquidité de l'économie, et d'autre part, sur le niveau de taux qui doit rester le plus bas possible et donc
la prime de risque de l'immobilier va s'en trouver plutôt augmentée. Donc ça, c'est un premier facteur de soutien. Et le deuxième facteur de soutien qu'il faut bien avoir en tête et qui différencie complètement l'immobilier des marchés actions, pour le meilleur d'ailleurs et pour le pire, parce qu'il n'y a pas les mêmes capacités de rebond dans l'immobilier qu'il y a sur le marché action, mais il n'y a pas non plus les mêmes possibilités d'effondrement en immobilier qu'il y a sur le marché action. Finalement, la deuxième protection, c'est la lenteur de l'immobilier qui est due au fait que les revenus dont on parle sont contractualisés par un bail, qui a des clauses dont on peut étaler dans le temps les indexations et la récupération des revenus. Le fait que les durées de transaction en immobilier de l'ordre de 3 à 4 mois font que, d'une certaine manière, l'immobilier est apte à absorber un choc s'il dure quelques semaines, quelques mois, sans que sa valeur ne répercute immédiatement cette situation, comme c'est le cas pour les valeurs en bourse. Donc, en résumé, d'une part, l'environnement de taux reste très favorable à l'immobilier, évidemment, et d'autre part, je dirais la lenteur de l'immobilier, des valorisations de l'immobilier, je dirais, doit lui permettre justement de passer le cap d'un choc s'il est temporaire. Et on voit bien qu'on n'a pas connu, contrairement à d'autres classes d'actifs comme l'or ou autres, de cession massive, de vente en bloc d'actifs, de mouvements de retrait, etc. Donc, pour l'instant, la liquidité de l'immobilier, elle est tout à fait établie, et ça, c'est un point qui est évidemment clé dans le contexte actuel. D'accord. Et quelle serait ta conclusion ou moins ta recommandation en termes de stratégie immobilière? C'est-à-dire, quelles seraient, à ton avis, les stratégies qui permettront le mieux de résister à cette crise ou au moins de tirer leur épingle du jeu? Alors, tirer leur épingle du jeu, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le choc n'est évidemment pas le même selon les activités. Ça, on le voit bien. Le gouvernement a lui-même fait une distinction entre les commerces dits indispensables, et donc les commerces alimentaires en particulier, et ceux dits non indispensables. Évidemment, pour les bureaux, on le voit bien. Dans les grandes entreprises, il y a une capacité par les plans de continuité à maintenir une activité opérationnelle, y compris dans une période de confinement. Donc le pays n'est pas à l'arrêt. Ça, il faut bien avoir ça en tête. C'est pas parce qu'on est confiné que le pays est à l'arrêt. Mais par contre, certaines activités, on pense évidemment au commerce non indispensable, on pense à l'hôtellerie, évidemment en période de fermeture des frontières, qui elles sont impactées, je dirais, directement. Et donc là, la politique des gérants, c'est évidemment d'adapter avec un certain discernement les politiques de recouvrement des loyers pour précisément étaler dans le temps ce recouvrement. Sur d'autres segments immobiliers, comme les bureaux, notamment quand ils sont loués à des grandes entreprises qui ont ces plans de continuité d'activité, ou encore l'immobilier résidentiel. Je rappelle que les mesures décidées par le gouvernement aujourd'hui ont pour vocation de permettre aux locataires de payer leur loyer, en garantissant toute ou partie de leur salaire par le chômage partiel. Finalement, le bureau et le résidentiel sont aujourd'hui les classes d'actifs qui sont les plus solides face à ce type de choc. Et il faut également avoir un mot pour les actifs de santé. Effectivement, les EHPAD sont, même s'ils subissent effectivement un choc opérationnel et humain et de personnel, finalement ne sont pas remis en cause dans leur modèle économique. Certaines cliniques sont évidemment réquisitionnées ou leurs lits sont utilisés pour la priorité qui est la lutte contre le virus, et c'est bien normal. Et là aussi, de notre point de vue gérant, il y a évidemment un accompagnement à penser sur ce point, mais effectivement, ça reste une classe d'actifs finalement peu cyclique. Donc, en résumé, il y a un choc réel sur les classes d'actifs les plus cycliques, le bureau, le commerce, et puis il y a une résistance des bureaux quand ils sont loués à des grandes entreprises, de la logistique, on va dire B2C, du dernier kilomètre, dont on voit bien qu'elle est extrêmement mise à contribution dans le contexte actuel,
du résidentiel, ça c'est très clair, et également de l'immobilier de santé quand il est opéré par des exploitants qui eux-mêmes sont dans une situation financière, je dirais, assez saine. Donc voilà, ce qu'il faut en conclure en termes de stratégie immobilière, c'est finalement une priorité aux actifs dont je parlais précédemment. C'est évidemment que les gros fonds, les fonds qui ont énormément de lignes, qui ont énormément d'immeubles, énormément de locataires, sont par nature beaucoup mieux protégés. Et donc la taille est un élément important de résistance. Et donc voilà un peu ce qu'on peut en dire aujourd'hui, 23 mars 2020. Merci beaucoup Daniel, c'était très, très clair. Et, merci à toi. Je pense qu'on pourra se donner rendez-vous chaque semaine pour avoir ce même niveau de décryptage de l'actualité. Merci beaucoup. Merci à toi, bon courage. C'est déjà la fin de ce rendez-vous info spécial Covid-19. Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse communicationprime@primonial.fr. Nous les traiterons lors d'un prochain podcast. En attendant, retrouvez toutes nos analyses sur www.primonialreim.com. À très vite.